En ce qui concerne la chute de la monarchie en France, vous avez parfois évoqué la faiblesse morale ou au moins la naïveté de l'aristocratie, notamment concernant la maçonnerie. Vous pouvez rajouter l'ambition. C'est pas pour lui seul. Que pensez-vous aussi de certaines critiques qui ont pu dire que c'était d'une certaine façon la faute de la noblesse si la révolution est arrivée, notamment en ce qui concerne les politiques libérales, en ce qui concerne le prix du pain, comme l'a évoqué Tout à fait. Sigaud, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. sous Louis XV. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, la Révolution française, là encore, je dirais la même chose qu'au sujet de la monarchie, c'est par étapes. Il y a eu deux étapes fondamentales dans la Révolution. Il y a eu l'étape libérale, avec cette noblesse qui croyait, alors, imbu des idées anglaises, du parlementarisme anglais, et qui voyait à travers ce parlementarisme une possibilité de rogner sur le pouvoir royal à leur bénéfice, ou à son bénéfice plutôt. Donc, premièrement, ça a été la période des idiots utiles, qui ouvrent la boîte de Pandore, et qui leur pète au nez, et qui les raccourcit par la suite. Donc, première étape, l'étape libérale, qui en fait, pour cette haute aristocratie qui a lancé les idées nouvelles, comme on dit, pour eux, c'était la revanche de la Fronde, que Richelieu, suivi par Mazarin, avait liquidé. Donc, il faut bien voir ça, les deux étapes de la révolution. Et puis, la deuxième étape, l'étape vraiment révolutionnaire, qui, derrière cette première étape, arrive et impose les principes qu'elle voulait imposer. D'abord liquider tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et alors, c'est extraordinaire. J'en parle à la fois dans mon livre Le nationalisme français et dans la maçonnerie. Et une chose, mais qui est absolument révélatrice. Un Archarsis Klotz, qui a été un des hauts conjurés de la Révolution dite française, si je dis dite française, c'est à cause de ça, qui était un juif prussien, il n'a pas été le seul d'ailleurs, a été fait citoyen français par la Convention parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait La République universelle. Donc à partir de ce moment-là, pour être considéré citoyen français, il fallait adhérer à l'idée supranationale de la République universelle. Et c'est là-dessus que s'est bâti le nationalisme en réaction. Puisque c'est à partir de là que certains, dont Rivarol, dont Suolo, dont Baruel, ont commencé à décortiquer ce qu'ils voyaient paraître dans les gazettes, et ce que l'on a appris par la suite, puisqu'il y a eu l'histoire de ce messager des Illuminés de Bavière qui a été foudroyé en route, et sur lequel on a saisi toute une correspondance des Illuminés de Bavière qui exposait le plan de conquête. Et donc le nationalisme naît avec la Révolution en réaction aux idées internationalistes de la Révolution. Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et là, incontestablement, quand vous dites que l'aspect social, encore une fois, a joué un très grand rôle, c'est évident. Et qui a été aggravé, en plus de ça, par la clique de ces libéraux modérés de l'époque, dont le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité, qui faisait monter les cours des denrées en les accaparant, pour faire monter la colère populaire. Donc rien ne s'est passé par hasard. Tout a été froidement calculé. La seconde école qui a marqué la droite en France, c'est Le Gres. Vous avez notamment écrit une enquête sur la nouvelle droite quelque peu critique envers ce que vous appelez la droite pagano-athée. Pourriez-vous poser simplement vos reproches? Bon, alors il faut faire une différence. Je regrette que certains soient païens ou athées, je pense qu'ils se trompent, même si que je comprends, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils puissent être rebutés par certains aspects d'un catholicisme quelque peu pharisien, etc. Mais ce qui m'a amené à faire ce livre, à faire cette critique, c'est de voir leur animosité invraisemblable vis-à-vis du christianisme, qui était même à la base, je le répète, à la base de la construction française. Et animosité
dont les accents me rappellent étrangement les accents de francs-maçons ou de juifs. Ça me dérange profondément. Je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais je leur dis carrément. Que l'on soit athée, qu'on soit païen, ça n'oblige pas nécessairement à dénigrer quelqu'un d'autre qui vise aussi, espérons-le comme eux, à la défense de la France. J'espère qu'il y a tout de même des païens et des athées qui pensent aussi à la défense de la France. Donc, vous voyez, je fais bien la distinction entre l'appartenance personnelle à une croyance quelconque et sa démarche politique. Pas la même chose. Et alors, si vous avez lu certains numéros de Éléments, la revue d'Alain de Benoît, c'est un tissu d'abord de trucs abscons. Vous savez que le mot abscon, c'est pas une injure, ça veut dire quelque chose de confus, Alors, il impressionne peut-être certains par un intellectualisme parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, si je comprends pas, c'est que c'est très fort. C'est un peu court. Et alors là, il y a un aspect sexuel complètement déraillant, m'excusera du terme, d'ado boutonneux ayant mal réglé sa sexualité. Pour ça, Guillaume Fay, peut-être. Entre autres. Complètement cinglé, ce gars-là. C'est pas croyable. Et j'attends toujours d'ailleurs un débat avec Alain de Benoît qui m'avait gratifié d'une définition assez intéressante, que j'étais un individu avec un quotient à 2 chiffres et encore certainement avec une virgule au milieu. Auquel j'avais répondu, si c'est là mon quotient, mais de quoi a-t-il peur pour un débat? Donc j'attends toujours. Pour faire un parallèle avec, on va dire, les carences en ce qui concerne la question sociale de l'action française, ne pourrions pas au moins reconnaître comme mérite aux Grèces, à la nouvelle droite de manière générale, d'avoir en partie renouvelé le discours de la droite, avoir traité de la question économique et avoir aussi occasionné une certaine rupture avec l'atlantisme qui était dans les années 70, une ligne classique chez les nationaux. Alors le problème du Grèce, et de ce qu'on appelle au sens large du terme la nouvelle droite, c'est la contradiction dans le temps. Ils ont dit tout et le contraire de tout. À commencer par Alain de Benoît. Paix sociale, regardez qui est à la tête du Grèce, la nouvelle droite. Alain de Benoît, c'est pas un prolétaire. Yvon Blot, c'est pas un prolétaire. Henri de Lesquen, qui est très très proche et qui est une passerelle, c'est pas un prolétaire. Paix sociale. Et je vous dis, moi, ce qui me frappe dans la démarche de la nouvelle droite, il y a certains aspects qui peuvent faire plaisir. On parlait tout à l'heure de Guénon et Evola. Il y a effectivement des aspects qui peuvent faire plaisir. Mais il faut voir l'ensemble. Or, l'ensemble est contradictoire. Et moi, les choses contradictoires, ça m'indispose. J'ai cette faiblesse. Il y a quelques temps, vous avez eu un échange vigoureux avec Pierre Vial dans les pages de Rivarol en ce qui concerne la Casa Pound. Et ce qui m'avait le titre personnel le plus étonné, c'était votre critique de l'existentialisme de Casa Pound. Oui. Mais il y a une certaine utilité aussi à voir la nation comme un construit historique, ce qui fait que c'est aussi ce qui existe, et pas simplement une chose figée. Quand vous parlez de la nation française, à partir du baptême de Clovis, mais depuis le baptême de Clovis, la nation française a quand même évolué, dans le sens où je ne suis pas sûr que... Il y a des problèmes de classe, par exemple, qui sont apparus, qui n'étaient pas là lorsque... Oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est donc accepter la situation actuelle. Non, pas accepter la situation actuelle, mais voir que la nation équilibre dans le temps et n'est pas forcément une chose totalement figée. La nation est un héritage. Oui. Si on part par de là, on accepte la situation actuelle. C'est un héritage. Alors, comment faire coller l'héritage? Et ça, c'est le gros problème de la réadaptation des corporations, des corps intermédiaires, à la société moderne avec ses perfectionnements techniques. Pas intellectuels, pas politiques, techniques. C'est ça le gros problème. Et je voudrais tout de même souligner une chose. Toutes les révolutions nationalistes de la première moitié du XXe siècle
ont toutes repris la structure corporative. Or, cette structure corporative a été détruite, ça a été un des premiers gestes de la Révolution triomphante dès son arrivée au pouvoir, de supprimer les corporations avec interdiction de reconstitution de structures de défense du monde du travail. Ça veut dire quoi? C'était déjà livrer le monde du travail au capitalisme naissant. Alors, vous voyez, alors en plus de ça, Casapat, on a tout de même certains aspects pro-sionistes curieux, entre autres choses. Je crois que dans le texte que j'ai répondu à Vial, tout y était. Un des rares points communs entre l'action française et le Grèce, c'est la défense des patries charnelles. Des provinces. Que vous inspirent les critiques contre le régionalisme comme arme du mondialisme via Bruxelles, ce que peut évoquer par exemple Pierre Hillard, qui concerne la description des nations? Intéressant comme question, mais je vous dirais qu'on ne parle pas de la même chose. La patrie charnelle vue dans la conception nationaliste, c'est la reconnaissance d'une spécificité régionale, provinciale, qui se fond dans un tout. Tandis que la conception régionaliste de la nouvelle droite, et il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, tend vers un éclatement de la nation au nom d'une soi-disant grande nation européenne. D'un nationalisme européen. Or, je regrette beaucoup, le nationalisme vient après la construction de la nation, en défense de la nation. Il n'y a pas de nation Europe. Elle aurait pu exister avec Charlemagne, elle aurait pu à la rigueur exister avec Napoléon. Il n'y a pas de nation européenne et à mon avis, jamais de nation européenne. C'est trop tranché, les spécificités sont trop tranchées. Donc ce que je reproche à cette démarche européiste de certains membres de la nouvelle droite, c'est que en voulant créer ce mirage de nation européenne, ils participent au travail de démolition de la nation en faisant éclater la nation en province. Donc il n'y a pas du tout de proximité entre la position nationaliste et la thèse nouvelle droite européiste. On ne parle pas de la même chose. Les termes sont les mêmes, mais on ne parle pas de la même chose. Et la redécouverte, à l'époque actuelle, des patrimoines régionaux comme moyen de renouveler la France charnelle, c'est je suis tout à fait d'accord. C'est évident. Il faut préserver les productions locales, les traditions locales, la cuisine locale, les vins locaux. C'est ce qui fait la richesse d'un pays. Et quand je vais dans un pays étranger en vacances ou que sais-je, j'aime bien trouver une tradition différente et un changement. Si ça devient un monde uniforme, mais ça n'a plus aucun intérêt. Connaissez-vous le travail d'Alexandre Douguine? De nom, c'est tout. De nom. Pour un jeune lecteur découvrant le nationalisme aujourd'hui, que lui conseilleriez-vous comme premier livre à lire dans les trois premiers à lire? C'est une question de piège, ça. Je vais vous répondre le mien. Le mien, parce que j'ai conçu justement pour des jeunes. Et d'ailleurs, la première mouture, petite parenthèse quant à l'histoire de ce titre, c'est quand j'ai claqué la porte du Front National en 1993, ayant connu très bien de l'intérieur le Front National, ses cadres, ses militants, etc., je m'étais rendu compte de l'analphabétisme, d'ailleurs en très grande partie voulu par Le Pen lui-même, qui n'a jamais voulu créer une véritable école de cadres, ou alors à une certaine époque donné entre les mains d'un certain Bernard Anthony. Donc vous voyez ce que ça pouvait donner. Donc la première mouture de mon livre, qui était un petit livre format poche, c'était vraiment un b.a.-ba de ce que l'on devait connaître sur le nationalisme. J'ai rien inventé, je ne fais que reprendre, et après moult lectures, justement, tout le trajet du développement du nationalisme en défense de la nation française. La deuxième édition, qui est sortie il y a plus d'1 an maintenant, est très très largement étoffée, pratiquement triplée de volume largement, et en plus de ça de format.
et je pense être un résumé de ce que l'on doit savoir, de ce qu'est notre héritage. Et je vais venir sur une chose sur laquelle j'insiste toujours. Dans notre combat, on a besoin de trois choses. Connaître ce que nous avons à défendre, c'est-à-dire quel est notre héritage. Deuxièmement, connaître l'ennemi. Quels sont ses buts et quels sont ses moyens pour y parvenir. Et troisièmement, les modes d'action. Donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'exposer dans mon livre. Alors, il y a aussi le livre de mon père, mais qui était basé de façon beaucoup plus générique sur les nationalismes en Europe. Donc, il y avait la France, bien entendu, l'expérience de Vichy, il y avait l'Allemagne national-socialiste, il y avait l'Italie fasciste, le Portugal de Salazar, l'Espagne de Franco. Il y aurait eu d'autres pays, mais enfin, il avait voulu pas faire un trop grand volume. Il y avait aussi les expériences roumaines et autres qui auraient été intéressantes. Donc, j'ai voulu, comme pour mon livre sur la maçonnerie, vraiment retracer le cadre avec les origines jusqu'à l'époque moderne, avec l'adaptation à l'époque. Vous parliez à propos de Casapin tout à l'heure, oui, mais il y a tout de même l'époque moderne et dedans. Oui, il faut s'adapter certainement à la mentalité actuelle, mais tout en gardant le point de départ. Savoir l'héritage. Et comment arriver à faire passer cette connaissance et cet amour de l'héritage à des mentalités qui ont été complètement perverties. Et là encore, c'est un problème de dialectique. La définition de la nation par Ernest Renan vous semble encore pertinente de nos jours? Rappelez-moi. Ernest Renan. Ah oui, de Renan, oui, de Renan. Oui, non, et rappelez-le moi quand même. Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. C'est la nation telle qu'il la définit, ce n'est pas la nation Volkisch, enfin Volksgemeinschaft à l'allemand. Oui, oui. Il y a une dimension certes raciale, mais pas exclusivement. Il y a une dimension religieuse, mais pas exclusivement. Oui. Non plus. Il y a une volonté de vivre ensemble. Oui. Une communauté nationale qui se construit avec cette dimension raciale, oui, mais pas exclusive, et cette dimension. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, mon père citait très souvent Renan, bien que Renan, sur le plan religieux, n'était pas tout à fait. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais incontestablement, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est pour ça que je ne me considère pas du tout comme un racialiste. Et là, je crois qu'à propos, il serait peut-être bon de parler un petit peu du problème du droit du sol et du droit du sang. Ce sera un petit tout à l'heure, si vous voulez. Et du coup, des mouvements comme la phalange espagnole ou la Solidarité Galalista au Brésil, aussi l'action de Juan Perón, on peut encore en tirer des conséquences. Le problème de ces expériences, et on l'a vu au Portugal et en Espagne, après la disparition de Salazar au Portugal, une fois que l'homme a disparu et que les successeurs n'ont pas été à la hauteur, ce qu'ils ont construit finit par disparaître. Et c'est pour ça que il faut rester accroché aux principes, qui ne dépendent pas simplement d'un homme. Alors les expériences péronistes et autres, etc., bon, ça a été encore pire. Il ne reste plus rien. Pour finir sur l'actualité, 3 petites questions. Oui. Vous venez d'en parler justement, droit du sol, droit du sang, une controverse actuelle. Alors, il y a eu, ce qui m'y a fait penser, c'est cet effet de manche d'un certain Jean-François Copé, qui a voulu se faire mousser en parlant de droit du sol. Mais quand on lit attentivement son texte, c'est à mourir de rire, il se moque des Français. Incroyable. Il réserverait le droit du sang. C'est même pas compréhensible. C'est aberrant parce que ne serait concerné par son truc, son bidule, on peut dire, que les émigrés en situation irrégulière. On ne comprend pas. Toutes les nations ont été basées sur le droit du sang. Ça remonte à la haute antiquité. Rappelez-vous déjà. Exactement, la Grèce. Les métèques, c'était quoi? C'était les étrangers qui avaient certains droits, mais qui n'avaient pas tous les droits des Grecs ou des Athéniens de souche. Dans le droit romain, ça a été la même chose. En France, ça a été ça. Or, qui a imposé le droit du sol?
à partir de 1989, je crois. C'est le Grand Orient. C'est le Grand Orient. Or, ça ne veut pas dire qu'on refuse l'étranger s'il veut vraiment s'intégrer. Mais il faut qu'il fasse la démarche. Il faut qu'il soit considéré digne. Les musulmans qui se sont battus pour la France, eux le méritent. Mais ceux qui ne viennent en France que pour bénéficier d'avantages sociaux que messieurs Giscard, Chirac, Sarkozy leur ont octroyés, alors que les Français nécessiteux n'en bénéficient même pas, je regrette beaucoup, c'est pas ce genre de Français qu'on veut avoir. Un mot concernant une revue que vous avez par Le quoi? Un mot concernant une revue que vous avez par le passé critiquée, Minute. Oui. Et sa fameuse couverture oui. qui fait tout un ramdam. Alors, ramdam incontestablement, je ne sais pas ce qu'a voulu faire le directeur de cette revue. La Rivière. Hein? C'est La Rivière. La Rivière, oui. Un curieux garçon d'ailleurs, à évolution variable encore, géométrie variable. S'il a voulu vendre du papier, il a réussi, même si le numéro est interdit, mais fondamentalement, il a donné des armes à nos ennemis. C'est une connerie monumentale. D'abord, je regrette beaucoup, j'ai aucune sympathie pour la dame en question, mais il n'y a qu'elle. Il n'y a pas aussi des blancs qui sont aussi nocifs qu'elle, ou encore même plus nocifs qu'elle. Hein? Je ne parle pas simplement de Hollande ou du Premier ministre, mais les précédents, Sarkozy, hein, et Giscard, et Chirac, et De Gaulle, et puis la Troisième République. Tout ce que nous vivons n'est que l'enchaînement d'étapes enclenchées les unes après les autres en fonction de ce que ceux qui nous dirigent réellement pensent que l'opinion publique va pouvoir encaisser. Or, le directeur de Minute, en faisant ce truc-là, a donné une occasion à nos ennemis de s'indigner dans ce qu'ils appellent l'extrême droite. Voilà. Donc, à qui profite le crime? L'extrême droite qui a amené à voter au premier ou au second tour Sarkozy en ce qui concerne Minute. Bien entendu. Bien entendu. Il faut savoir qui est Sarkozy. Alors là aussi, je recommande ma plaquette Sarkozy ou la mort programmée de la France. Sarkozy est une créature de la CIA. Et d'Israël, bien entendu, par ses origines. Parce qu'il faut savoir qu'il descend d'une très vieille famille juive de Salonique, dont le grand-père maternel, du nom de Maha, tout ça c'est dans mon étude, était un des premiers sionistes, partisans de l'État d'Israël. Afin de finir cet entretien, pourriez-vous avoir un petit mot pour égalité et réconciliation et aussi sur l'interdiction récente de... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors je l'ai vu en tapotant sur mon ordinateur ce matin juste avant de partir pour notre réunion et ma conférence de demain. J'avoue que ça m'a surpris sans me surprendre vraiment. Parce qu'il est évident qu'avec le travail que fait Alain Soral, enfin avec vous tous, il est certain que les pontes de la République judéo-maçonnique, qu'il ne cesse de dénoncer, allaient s'intéresser vigoureusement à lui. Et qu'avec un certain Manuel Valls, qui est un descendant tout de même de Rouge Espagnol, qui, comme je le répète, régulièrement règle ses comptes de la défaite des Rouges Espagnols en Espagne sur le dos des nationalistes français, on n'a pas fini de jouir. Voilà. Donc, j'en profite pour dire toute ma solidarité à Alain Soral et à Égalité et Réconciliation. Je ne sais pas combien de temps je passerai à travers les gouttes. On verra. De toute façon, il y a toujours moyen de trouver une solution. Et alors, l'autre... oui, je crois que j'ai tout dit. Les livres qui viennent d'être... oui, les livres qui viennent d'être écrits, oui. Donc, c'était ça, là-dessus que je voulais rebondir, les livres, puisque justement, il a, entre autres choses, vous le rappeliez tout à l'heure, réédité le livre de Bernard Lazare. Oui. Et La frange d'Édouard Dumont. Et La frange d'Édouard Dumont. Bien. Philippe Ancard, Qui, paraît-il, a été réédité aussi par la Bibliothèque nationale. Je viens de l'apprendre. De toute façon, il est dans le domaine public maintenant.
Je suppose, oui, oui, certainement. Certainement. Bon. Philippe Lancarnassac, merci beaucoup pour cet entretien, pour des réconciliations Aquitaine. Et puis, je vous redis, merci de m'avoir invité, malgré les quelques divergences qu'il peut y avoir entre nous. C'est un plaisir. Partagez aussi.